Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je vais passer tout de suite la parole à Nordine Hadji qui va nous exposer cette étude. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de l'exposé, on échange ensemble sur le cas spécifique de l'Algérie, sur les apports que sont les IDE, comme disait Slim, en entrée, c'est-à-dire attirer les IDE en Algérie, et en sortie, c'est-à-dire que les entreprises algériennes investissant en Afrique. Voilà, je te passe la parole. Nordine, à toi le Merci Ahmed. Merci également Slim pour cette invitation. Je crois que vous avez parfaitement raison de proposer, de discuter de ce thème-là au niveau de Caire. Ce que vous dites pour l'Algérie est valable également pour d'autres pays, notamment le nôtre. Le point est que l'Afrique est toute proche de nous, l'Afrique on en fait partie. Constitue incontestablement un terrain d'opportunité pour nos entreprises, pour nos pays en général. Et probablement, peut-être très certainement, on ne fait pas assez pour en tirer profit. Moi, ce que je vous propose justement pour animer, j'allais dire, ce débat, et vous amener à vous positionner par rapport à ça et peut-être pour proposer des idées, peut-être pour échanger sur la façon peut-être d'accélérer le rythme des présences des entreprises algériennes en Afrique. Je vais vous proposer de passer en revue les principaux enseignements tirés de l'étude que fait EY sur l'attractivité du continent africain. Juste... En fait, pardon, je vais juste remonter. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'étude dont je vous présenterai les principaux enseignements est la 5e de son genre. C'est la 5e édition. Et ce que nous faisons à UI depuis 2011 exactement, on suit et on analyse le flux des investissements vers le continent africain et nous publions ce genre d'études. Donc c'est une étude annuelle. Et l'étude que nous faisons en fait, on la base, et là vous l'avez sur ce slide, d'abord sur des données factuelles. Et ces données factuelles sont issues d'un service spécialisé qui s'appelle FDI Markets, qui est rattaché au Financial Times. Et FDI Markets, en fait, c'est une base de données qui traque, qui comptabilise l'ensemble des projets, les nouveaux projets qu'on appelle les Greenfield, mais également les projets d'expansion, les Brownfield, qui sont réalisés sur le continent africain. Voilà. Les projets, peu importe leur taille, c'est quand même un élément important, c'est pas la taille qui est importante. Le point clé de sélection d'un projet pour qu'il soit comptabilisé dans cette base, je vous en parle pour que vous compreniez les chiffres que je présenterai tout à l'heure. Ce sont, le seul critère d'ailleurs, c'est que ça soit des projets qui donnent lieu à la création d'emplois. Donc ce qui fait que pas mal d'opérations d'investissement qui peuvent apparaître, les opérations d'investissement sur le capital, les opérations de merger and acquisitions, les joint ventures qui peuvent se créer, ne sont pas pris en compte, sauf si ces opérations conduisent en fait à la création de nouvelles plateformes de production et par conséquent qui génèrent des créations d'emplois. Bien entendu, lorsqu'on parle d'attractivité, c'est quand même l'élément clé. L'attractivité, c'est un concept qui est relativement, j'allais dire large, qui peut être imprécis, mais ce qu'il faudrait garder en tête, c'est que c'est un concept qui réunit un certain nombre de facteurs, tels que l'image qu'on a d'un espace économique, d'un pays, du niveau de confiance de l'investisseur par rapport à ce pays-là, par rapport à cet espace économique, et surtout, ça inclut la capacité en fait des gouvernants du pays ou de l'espace économique pour fournir les avantages pour une meilleure compétitivité des entreprises. Alors, donc ce que
nous allons voir comme chiffre sur les données des investissements, de la comptabilité en fait des investissements en Afrique, c'est l'ensemble des données qui sont comptabilisées sur l'année 2014. Et celle de 2015, aujourd'hui, est en train d'être élaborée. On est en train de finaliser en fait l'étude. Ça s'appelle l'attractivité 2016. Et elle va être, j'allais dire, publiée très prochainement, d'ici peut-être un mois ou deux. Alors, à côté de cette comptabilité qui se base sur FDI Markets, ce que nous faisons des enquêtes sur le terrain. Et l'enquête sur le terrain, c'est des surveilles qui se font auprès des chefs d'entreprise qui opèrent en Afrique, mais aussi des entreprises qui n'opèrent pas en Afrique. Et c'est quand même intéressant d'aller voir l'enseignement qu'on peut tirer de la perception de l'attractivité de l'Afrique par les entreprises ou les investisseurs qui sont déjà présents sur le continent, comparé par rapport à celles qui n'opèrent pas sur le continent. Et ces deux éléments combinés, avec bien entendu l'expérience acquise par EY à travers sa présence au niveau de l'ensemble des pays d'Afrique, à travers notre proximité en fait du monde des affaires, cela nous permet de mixer tout ça pour donner, des éclairages, des analyses assez pertinentes et bien entendu des recommandations pour améliorer, l'attractivité de l'Afrique en matière d'IDE. Alors, l'étude dont je vais vous parler, celle-là, donc c'est Attractivité Africa 2015, avec un titre Making Choices, donc c'est quand même, vous trouvez des éléments extrêmement pertinents là-dessus, elle est téléchargeable sur le site, ça ne pose aucun problème, mais ce qui est important, c'est de rester, vigilant pour la nouvelle étude qui sortira dans quelques semaines. Alors, là, vous avez quasiment, je dirais, depuis 2011 jusqu'à 2015, vous avez quasiment les titres des études d'attractivité de EY, et chaque édition a un titre, et en fait c'est un titre qui est extrêmement évocateur. Celui de 2015 s'appelle Making Choices, c'est-à-dire qu'on est quasiment au niveau des choix fondamentaux qui doivent être opérés. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Là, c'est pas forcément intéressant. Alors, en deux mots, quelle est la synthèse en fait de cette étude de 2015? En deux mots, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis 2011, il y avait un flux assez positif des investissements en direction de l'Afrique. Donc c'était vraiment un trend extrêmement ascendant. En revanche, l'analyse des données de 2014 conclut, en dépit de cela, à l'image en quelque sorte d'un verre à demi plein ou à demi vide. Je préfère dire à demi plein. Le fait est que, en termes de croissance économique, on se situe, avec l'année 2014, à quasiment au niveau le plus bas dans cette partie du monde, probablement sous l'impact d'un certain nombre de facteurs, notamment la chute des prix de pétrole qui a impacté très fortement un certain nombre de pays, dont le Nigeria, l'Angola, et également par l'effet d'une stagnation en fait, de l'économie en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud pèse de façon assez significative. De la même manière, l'étude a également conclu, fait apparaître un certain nombre d'indications sur le fait que l'enthousiasme en termes de perception des investisseurs a été quelque part affecté. Donc il y avait, vous allez voir au niveau des graphes, c'était quand même un engouement assez positif, un train de haussier, et avec 2014, il y a un certain coup d'arrêt. Et ça a été quelque part, au niveau des chiffres, confirmé par le fait
que les flux d'IDE en nombre a, pour la première fois, chuté de 8,4% en 2014, alors qu'au niveau mondial, ça n'a chuté que de 3%. Donc c'est quand même, l'Afrique a été quelque part touchée. Cette image de verre à demi-plein me semble tout à fait convenable, parce que d'une certaine façon, c'est une image qui traduit très fidèlement la situation en Afrique. C'est la situation en Afrique, j'allais dire la complexité de l'Afrique et la diversité de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'ensemble des observateurs en fait, économiques, les institutions, nous-mêmes d'ailleurs, on a tendance en quelque sorte, lorsqu'on fait des benchmarks et des analyses, à considérer l'Afrique comme étant un espace économique unique, alors que la réalité est tout autre. En fait, l'Afrique, c'est extrêmement complexe, c'est un continent extrêmement vaste, vous avez 54 pays indépendants, et surtout des situations tout à fait particulières en partant d'un pays à l'autre. Et ce qui fait que j'allais dire, vous allez voir un peu dans les indications, vous avez des moyennes qui indiquent un certain trend pour l'ensemble de l'Afrique, mais en réalité, vous allez trouver des dispersions extrêmement fortes lorsque vous conduisez, lorsque vous zoomez, vous voyez les comportements en partant d'un pays à l'autre. Donc ce qui fait qu'au niveau de l'Afrique, l'un des enseignements que nous tirons à travers ça, mais aussi à travers beaucoup d'autres choses, notamment la présence sur le terrain, en fait, il n'y a pas de notion de one size fits all. C'est pas possible. Cela dit, lorsqu'on dit le verre à demi-plein, pour une raison tout à fait particulière, parce qu'il y a une conviction extrêmement forte que les perspectives de ce continent restent intactes et restent extrêmement intéressantes. Alors, autre élément qui nous permet quand même peut-être de relativiser un peu cette tendance un peu négative en termes de nombre de projets, c'est le fait que, malgré le fait que le nombre de projets a diminué, la valeur des IDE a fortement augmenté. Donc, il y a, en termes de valeur, le flux d'investissement a énormément augmenté et s'est boosté essentiellement par des grands projets dans un certain nombre de pays. Voilà, de façon un peu plus détaillée, donc je parlais un peu des chiffres en termes de nombre, et vous voyez là qu'en Afrique, c'est effectivement, disons, les chiffres indiquent qu'il y a une baisse de 8,4%, contrasté avec le fait que la baisse au niveau mondial n'a été que de 3%. En revanche, c'est ce que je disais à l'instant, la valeur des capitaux investis ou engagés en Afrique ont évolué très significativement. Vous avez 136% sur ce graphe-là d'accroissement, donc plus que doublé. Ouais. Ah non. Voilà. Vous avez toute l'image, il n'y a pas de... Il n'y a plus de secret. Donc la valeur des capitaux engagés a plus que doublé. Et c'est juste pour avoir un chiffre que vous gardez en tête. En 2014, ce montant est à peu près de 128 millions de dollars. 128 milliards de dollars. Le nombre d'emplois créés également a considérablement, lié à ces investissements, a considérablement augmenté de 68%. Et on parle à peu près de 188 000 emplois créés. Alors, sur ce chiffre, juste pour avoir quelques indications additionnelles, je parlais de la valeur des capitaux investis en 2014. En fait, l'Afrique est devenue la deuxième plus grande destination en termes de valeur. Ça représente 17% de part en matière de valeur des investissements, précédé uniquement par la zone Asie-Pacifique qui représentait quand même 36%.
Alors, en revanche, donc vous avez 36%. L'Amérique du Nord, par exemple, la part en termes de capitaux engagés par les IDE n'est que de 10%. L'Amérique latine, 12%, l'Europe de l'Ouest, 13%. Quand même, l'Afrique, c'est 17%. Elle est en avant par rapport à ces différentes régions. Alors, si on zoome un peu sur les régions de l'Afrique du Nord, je crois que cette édition de notre étude a mis en relief un phénomène qui est quelque part la résurrection de la zone Afrique du Nord. Ce qui s'est passé sur notre observation de 2011, à partir de 2011, a fait clairement apparaître qu'il y a un shift extrêmement fort des investissements en faveur de la zone Afrique subsaharienne. Je crois que sur 2014, c'est quelque part lié peut-être aux incertitudes politiques qui ont été engendrées par les événements de 2011. Et peut-être cette incertitude, progressivement, s'est éclipsée. Et l'Afrique du Nord est devenue de plus en plus attractive. Alors, la région Afrique du Nord, en 2014, a attiré 165 projets. C'est, vous l'avez sur le slide, c'est 22% de plus de projets qu'en 2013. Alors que l'Afrique dans son ensemble, rappelez-vous, a baissé de 8,4%. Donc la zone Afrique du Nord, c'est là où il y a eu l'accroissement en matière de nombre de projets. Ce qui fait que la zone Afrique du Nord a amélioré sa part en matière de nombre de projets. Donc vous avez une tendance qui est haussière sur 2014, alors qu'elle est baissière pour la zone Afrique subsaharienne et qui est devenue à peu près de 22,5%. Ce qui est particulièrement caractéristique, c'est surtout la valeur des IDE. Eh bien, la valeur des IDE a considérablement augmenté sur la zone Afrique du Nord. Et ce qui fait que sur cette année-là, il y a eu un bond qualitatif, un bond assez significatif de la part des IDE pour l'Afrique du Nord, qui a dépassé pour la première fois depuis maintenant combien 2007 la part des 50%. Elle est de 51,1% exactement. Et ça a été boosté essentiellement par les méga-projets, particulièrement en Égypte, et par une réelle dynamique de l'investissement direct étranger, notamment au Maroc. Ce qui fait que ces deux pays de l'Afrique du Nord, l'Égypte et le Maroc, ont été quasiment les plus grands gagnants des flux des IDE pendant cette année. Et ils sont devenus, en fait, sont propulsés, tous les deux, dans la deuxième et la troisième position en matière de destination des IDE en Afrique. Donc l'Égypte, par exemple, l'augmentation a été de 61%, et le Maroc, c'est une augmentation de 52%. En revanche, sur les deux autres pays, enfin sur l'Algérie particulièrement, il y a une diminution quand même sur cette année-là de 19%, et c'est encore plus en Tunisie, c'était une diminution de 42%. Alors, sur la zone Afrique subsaharienne, les grandes tendances sont les suivantes. Donc, en termes de nombre de projets, il y a une diminution, comme je vous disais. C'est globalement, les données consolidées de l'Afrique subsaharienne font apparaître une baisse de 15%. Donc, voilà, c'est un peu l'Afrique dans son ensemble, c'est une baisse de 8,4%. L'Afrique du Nord, c'est une augmentation de 22%. Et l'Afrique subsaharienne, c'est une baisse de 15%. Mais sur le plan de la valeur, malgré cette baisse, les flux, en termes de capitaux, ont augmenté de 43% à peu près. Et l'impact en matière de création d'emplois a également augmenté de 23%. Alors, ce qui s'est passé en fait dans cette tendance, en tout cas baissière en termes de nos projets, parce que il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, parce que vous allez me dire, certains vous posez cette question,
vous parlez vous manipulez le critère de nombre de projets et en même temps vous manipulez le critère de valeur des projets et d'emplois créés. Alors quel est le plus déterminant? Pourquoi faisons-nous une fixation sur le nombre de projets? Ben, le nombre de projets, c'est extrêmement important. Parce que c'est avec ce critère-là, vous allez mesurer l'attractivité à grande échelle. Ça se mesure par le nombre de projets indépendamment de leur valeur. C'est quand même l'élément qui est important. Et il y a d'ailleurs corrélation assez forte entre la comptabilité en termes de nombre de projets et la perception telle qu'elle est mesurée à travers les sondages ou les enquêtes que nous faisons. Donc ce qui fait que la baisse qui est quand même, comme je vous disais, c'est la première fois qu'on a essayé cette baisse-là en Afrique, et particulièrement, bien sûr, maintenant on le connaît, c'est en Afrique subsaharienne, c'est que tout simplement au niveau des 3 sous-régions, l'Ouest, l'Est et Afrique centrale et Sud ensemble, ont connu cette baisse-là parce que tout simplement les pays phares de ces différentes régions ont été, du point de vue en tout cas de l'attraction des IDE, moins performants ou contre-performants par rapport à la période passée. Ce qu'on dit les pays phares, on pense au Nigeria et au Ghana à l'ouest, le Kenya à l'est, et l'Afrique du Sud et l'Angola. Mais malgré tout, c'est là où je disais tout à l'heure, l'Afrique c'est grand, mais il faut voir pays par pays. Excusez-moi, non, c'est pas moi. Vous avez des pays comme l'Éthiopie et le Mozambique, qui, vous l'avez un peu sur ce slide-là, ont connu des augmentations extrêmement significatives en matière d'attraction des IDE. Et d'ailleurs, c'est des pays, l'Éthiopie, c'est quasiment, ils ont doublé, 88%, le Mozambique, 47%. Et c'est des pays qu'on retrouve de plus en plus maintenant au niveau de ce qu'on peut appeler les top 10. Vous savez, nous avons ce slide-là qui mesure les top 10 d'attraction des IDE en Afrique. Et je peux vous dire que ce graphe-là a terriblement changé sur les 4-5 dernières années. Vous avez des nouveaux entrants et des sortants. Et sur ce slide-là, comme je disais tout à l'heure, vous avez l'Égypte et le Maroc qui occupé respectivement la 2e et 3e position. L'Afrique du Sud, elle a été toujours pionnière dans ce domaine, de toute façon elle est indétrônable sur ce chapitre-là. Mais en dehors de cela, si je vous montre le graphe sur cette donnée-là de 2012, 2013 et surtout avant, il y avait 2 pays d'Afrique du Nord qui étaient dans le top 10 et maintenant qui ont quitté le top 10. La réalité est celle-là. C'est l'Algérie et la Tunisie. Et de l'autre côté, vous avez des nouveaux pays en fait qui, non seulement qui entrent, mais qui sont en train de progresser de façon assez spectaculaire au niveau du ranking en matière vidéo. Alors, autre aspect quand même extrêmement important et intéressant sur les IDE en Afrique, c'est la source des IDE. Qui sont en train d'investir en Afrique? Vous avez sur ce slide-là l'observation sur une période relativement longue, une dizaine d'années. Et là, on peut tirer pas mal de choses. La première chose, c'est quand même cette mixiture et cet équilibre qu'il y a. Donc les investissements en Afrique, c'est tout le monde. Et là, vous avez l'Afrique de l'Ouest, elle est à 36%, 19% c'est l'Afrique, l'Asie-Pacifique 15%, l'Amérique du Nord 15%, le Middle East, le Moyen-Orient 9%, etc. Donc tout le monde est là. Et ça, c'est quand même un point important. Donc il n'y a pas une source unique, il y a une diversification. Mais ce qui est intéressant également à travers ce graphe, c'est la confirmation d'un trend que nous avons vu depuis un certain nombre d'années. Ce trend qui consiste dans la montée fulgurante, des investissements intra-africains. D'ailleurs, dans une des études, je crois qu'il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez des titres, il y en a une qui s'appelle Building Bridges. Et c'est ça, la construction des ponts. C'est quand même un élément où on se dit, ça y est, c'est un phénomène qui est là et qui va être
durable, et il l'est. Et ça, c'est quand même important et ça doit nous interpeller. Sur un plan de chiffres, les investissements intra-africains, c'est-à-dire dans les IDE, dans l'origine des pays africains, dans des pays africains, cette part est passée de 8% en 2005 à 19% en 2014. Et ça continue à l'être. Et cela signifie qu'il y a des pays africains qui deviennent de plus en plus actifs dans la réalisation des investissements en Afrique. Et on doit se poser des questions par rapport à nos pays respectifs. Deuxième élément, là vous avez l'Afrique de l'Ouest qui reste quand même avec une part qui est assez stable. Donc ça reste là, c'est de 39 à 37%, donc on reste à peu près à plus du tiers de sources d'Europe de l'Ouest. Ce qu'on peut noter sur cette année-là, c'est un regain d'intérêt des investisseurs traditionnels, notamment l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient. Alors, par pays, parce que là ça n'apparaît pas sur le slide, mais si vous voulez, quels sont les 10 plus grands investisseurs en Afrique? Par pays, vous avez les États-Unis qui viennent en premier lieu. Vous avez ensuite l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne en deuxième et troisième position. La 5e et 6e position sont occupées respectivement par la France et l'Allemagne. La 7e et la 8e par la Chine et l'Inde. Voilà le paysage. Je n'ai pas parlé de la 4e position. C'est exprès. Parce que l'élément saillant justement de cette étude d'attractivité, c'est les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont devenus le 4e investisseur en Afrique, en termes de nombre, mais il est le premier en termes de valeur. Les IDE en Afrique. Ça, c'est quand même un élément nouveau qui est là. Bien entendu, on le ressent également à travers la connaissance des projets, des méga-projets qui sont enclenchés par des investisseurs localisés dans ce pays-là. Il est d'ailleurs le premier créateur d'emplois, si vous voulez, en Afrique. Il a été, en tout cas, pour cette année-là. Voilà pour ce qui est des sources, j'allais dire, d'investissement. Autre angle de vue assez intéressant, c'est les secteurs. En quoi ou dans quel secteur les investissements en Afrique se font? Et bien, vous avez dans ce slide-là le top 10 des secteurs d'activité, avec la part dans la première colonne en nombre de projets, ensuite en emplois créés et en part de valeur d'investissement. Et c'est quand même assez intéressant sur ce slide. D'abord, c'est un slide qui confirme également une tendance extrêmement forte qui a été observée depuis plusieurs années. Une tendance où il y a un shift, en fait, des investissements en Afrique, du secteur des industries extractives, pétrole, mines, etc., vers les métiers ou les secteurs de services de grande consommation, services financiers, et j'en passe. Et là-dessus, vous avez la part de tout ce qui est industrie extractive, vous la voyez en nombre de projets, elle pèse 3,5% en 2014. Il faut savoir que sur la période de 2003 à 2007, ça pesait 24%. En 2013, c'était 5%, et 2014, 3,5%. Donc c'est quand même un shift qui est une confirmation de ce phénomène. Bien entendu, sur les données de 2014, ce qu'on peut voir sur le slide, c'est le grand intérêt manifesté pour le secteur de l'immobilier, du tourisme et de la construction. Donc, voilà, il est highlighté en jaune.
Real Estate, Hospitality and Construction, qui occupe la 4e position, vous le voyez, en nombre de projets, mais il est en première position en termes d'emplois créés, quasiment le tiers, et plus que 40% en termes de valeur. 43,6, 44% quasiment, 44% en matière de valeur des IDE. Alors, bien entendu, vous avez également les secteurs de TMT, de technologie, de télécommunications, les secteurs de services financiers, la distribution, qui continue à dominer le classement en termes de nombre de projets. Et c'est également un trend qui a été observé depuis 2009. Donc c'est la montée un peu des investissements dans ce domaine-là, bien entendu, pour des raisons que vous comprenez parfaitement à travers la création d'un mass market au niveau des pays d'Afrique. Donc ça devient de plus en plus de nouveaux consommateurs et un marché de grande consommation. Voilà, de façon, j'allais dire, schématique, les chiffres, ce que nous enseignent les chiffres. Alors maintenant, en termes de perception, je vous dis que dans l'étude, il y a cela, et ensuite on la match avec notre étude sur le terrain en matière de perception. Alors là aussi, ça ne trompe pas. Donc, vous avez une baisse au niveau du nombre de projets, et c'est conforté un peu par la mesure de la perception de l'investisseur, qui a atteint le niveau le plus bas depuis 2011. C'est 66, 60, 56, 60, 53%, c'est le niveau le plus bas. Et donc, ce que signifie ces 53%? Ben, ces 53% signifie qu'il y a 53% qui disent que l'attractivité de l'Afrique a progressé au cours de l'année précédente. Alors qu'il était une année auparavant 60% à le dire. Donc, lorsqu'on fait l'appréciation, j'allais dire, de l'amélioration de l'attractivité sur l'année passée. Alors, même lorsqu'on pose la question sur les perspectives, que pensez-vous sur l'amélioration de l'attractivité de l'Afrique? Ben, on va trouver un peu le même niveau de fléchissement, puisque la confiance par rapport à l'attractivité du continent sur la période à venir, elle passe de 73%, peut-être vous ne l'avez pas sur ce slide directement, et il passe à 69%. Vous avez le chiffre de 69%. Donc il y a quasiment une perte de 4 points de pourcentage sur les perspectives futures. Alors bien sûr, avec cette baisse, j'allais dire, de la perception de l'investisseur, l'Afrique, bien entendu, a quelque part perdu sa place de deuxième région la plus attractive selon notre index EY. Après l'Asie, parce qu'une année auparavant, elle est montée à la deuxième position. Et là, en 2015, donc l'enquête qui a été faite à peu près pendant cette période-là, donc l'enquête s'est déroulée entre le mois de février et le mois de mars de 2015, elle devient en 4e position. Et là, sur cette mesure-là, on signale également la montée de l'Amérique du Nord et de la région Océanie également en matière de perception. Bon, bien entendu, ça c'est peut-être la vue du verre à moitié vide. Donc là, on a perdu de place. Évidemment, la partie pleine, j'allais dire, du verre, c'est de dire, attendez, si on doit voir un peu sur une période un peu plus longue, mais malgré tout, on passe de la 8e position, on est quasiment dans une position assez intéressante. Il y a une montée assez fulgurante donc de la 8e, 5e en 2013, 2e en 2014, mais 2e avec la même position que l'Asie, donc il ne faut pas quand même l'oublier. Donc voilà, on reste quand même dans le pool, j'allais dire, du podium, ou proche du podium en tout cas, en matière de perception. Et lorsqu'on voit où est-ce que l'Afrique était il y a 4 ans, on voit quand même un bon chemin qui est parcouru. L'autre élément qui est assez caractéristique, c'est assez flagrant là-dessus, c'est qu'il y a un décalage extrêmement fort entre la perception de l'attractivité dans la perception de l'attractivité en Afrique
entre ceux qui sont déjà présents en Afrique et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui opèrent déjà en Afrique, vous avez les chiffres, pensent que c'est la meilleure destination dans le monde, incontestablement. Vous avez les 2/3 qui pensent qu'elle est devenue plus attractive sur l'année écoulée. Et vous avez quasiment les 4/5 qui pensent que cette attractivité va s'améliorer au cours des 3 prochaines années. Alors, en revanche, si vous prenez la partie droite, ben, ce sont les investisseurs qui ne sont pas présents en Afrique. Ben, d'abord, ils regardent, ils pensent qu'ils positionnent l'Afrique au plus bas de l'échelle des régions les plus attractives. Elle est l'avant-dernière. 30% uniquement pensent qu'elle s'est améliorée pendant l'année écoulée. Bon, mais malgré tout, il y a la moitié, qui pense qu'elle va s'améliorer sur les prochaines années. Donc voilà, il y a cette réalité-là, c'est le gap de perception. Et cela signifie tout simplement que ceux qui sont là déjà, parce que je parle à vous, on est exactement dans la même situation en Tunisie, en Algérie, ce qu'on dit en Afrique, bon, c'est vrai, nous sommes en Afrique, lorsqu'on dit on investit en Afrique, on pense à l'Afrique subsaharienne. Cela signifie que ceux qui sont déjà là sont satisfaits. Ceux qui regardent de loin sont beaucoup plus sceptiques. Alors, sur la question, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qui est en train j'allais dire, les attentes en tout cas des investisseurs pour que l'Afrique soit beaucoup plus attrayante. Ça, ce que dit l'Afrique, si on pense, encore une fois, l'Afrique, c'est assez hétérogène, mais ça peut être valable pour des segments beaucoup plus que d'autres, mais ça peut être valable pour des pays. On peut se positionner par rapport à ça. Ce qui est mis en relief, parmi les obstacles majeurs à l'investissement et derrière les sujets sur lesquels il faudrait travailler peut-être pour améliorer cette attractivité, on signale l'instabilité de l'environnement politique. Et en premier lieu, derrière cette instabilité d'environnement politique, il faut également enchaîner ou penser à l'instabilité, j'allais dire, de l'environnement réglementaire et des affaires. Et je pense que c'est la chose qui gêne le plus, lorsqu'on dit instabilité, en fait, les investisseurs, c'est en fait la capacité de prédiction ou l'incapacité de faire des prédictions. Et je pense que c'est ce caractère imprévisible de l'évolution de la situation politique, également de cadre réglementaire, qui gêne le plus les investisseurs. Et là-dessus, là aussi, je voudrais préciser une chose, particulièrement sur le cadre réglementaire, et cette incertitude, les aléas, j'allais dire, dans ce domaine-là, ça traite à la fois des réglementations elles-mêmes, du cadre lui-même, mais également de la façon avec laquelle il est mis en application. Et je pense que l'Afrique, de façon générale, les pays d'Afrique souffrent de ce problème de capacité, non seulement d'avoir un cadre qui est stable, mais surtout être dans la capacité de pouvoir l'implémenter de façon consistante. Et ce qui fait que vous allez trouver les choses qu'on vit, d'ailleurs, dans pas mal de pays, qu'on vit même dans les... je parle un peu de ce qui nous concerne, nous. Ça peut aller du cadre réglementaire et des affaires entre deux pays. Parce que moi, je pense aux accords qui ont été faits, qui mettent du temps pour être faits entre la Tunisie et l'Algérie, par exemple. Et à partir du moment où ça se fait, vous regardez au niveau de l'implémentation, ben, des fois vous allez trouver j'allais dire, un comportement complètement erratique. Donc il y a une incapacité quelque part là-dessus qui gêne énormément pour pouvoir appliquer les choses de façon régulière. Alors bien sûr, derrière l'environnement politique, il y a les sujets majeurs qui se posent et qui inquiètent les investisseurs, c'est l'état de la corruption, qui est extrêmement fort, et puis le niveau de sécurité. Alors sur la corruption, les données qui ont été
disons, les résultats qui ont été révélés par notre enquête sont complètement en ligne avec les études qui sont faites par d'autres organismes tels que les classements Doing Business de la Banque mondiale, l'index de corruption de Transparency International. Et vous allez trouver que plusieurs pays africains sont complètement contre-performants dans ces domaines. Donc là, on est totalement en ligne avec ça. Je signale également la partie j'allais dire, de la capacité, de la force productive en Afrique. Là aussi, ça pose un véritable problème, un véritable souci de difficulté de pouvoir trouver des compétences pour pouvoir gérer et développer ses affaires. Voilà, j'en aurai peut-être 5 minutes maximum. Juste pour vous parler encore une fois, donc je reviens un peu sur cette note d'optimisme dont nous sommes convaincus fortement sur le potentiel de l'Afrique. J'en ai parlé en début de cette présentation. Je pense que tout le monde le sait, le potentiel est là et j'allais dire les perspectives de croissance en Afrique font que ça reste la région des plus attractives au monde. Et pour preuve, vous avez par exemple les projections qui sont faites par le FMI sur le potentiel de croissance des pays dans le monde. Ben, vous trouvez que la part de l'Afrique, vous avez 24 pays d'Afrique subsaharienne, on projette qu'elle ferait une croissance à l'horizon 2030 des croissances supérieures à 5%. J'avais croisé ces données-là avec une étude récente qui vient d'être sortie par Harvard Business School, qui ont sorti un index qui est assez intéressant d'ailleurs, qui font des projections sur le potentiel de croissance en faisant l'analyse qu'ils ont appelée la complexité de l'économie des différents pays. Et là, encore une fois, on se retrouve avec à peu près le même trend. Avec un horizon, ils ont fait l'horizon 2024. Leur projection indique que sur les 12 pays qui feraient une croissance de plus de 5% sur l'horizon 2024, 8 pays sont issus d'Afrique. Donc c'est quand même quelque chose qui est quasiment acquis. Deuxième élément également important qui est en faveur de l'Afrique, c'est la capacité de résilience des pays d'Afrique face aux crises qu'a connues le monde. Et très clairement, sur ce slide, ça montre très clairement par rapport à la crise, notamment 2009, la capacité des pays d'Afrique de remonter, j'allais dire, très rapidement par rapport à une situation de crise. Donc alors que sur les épisodes de crise précédentes, lorsqu'on fait une moyenne, on se trouve avec une reprise à peu près qui est en forme de L. Là, sur la crise de 2009, c'est quasiment en forme de V, c'est-à-dire une remontée assez spectaculaire des pays, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour des pays matures. Je continue un peu sur les priorités ou les sujets ou les perspectives de ce continent, parce qu'il faudrait quand même avoir tous les éléments. Encore une fois, les perspectives sont bonnes en termes de croissance de marché, en termes de décroissement de la demande, en termes de montée de marché, de mass market au niveau de la plupart ou de l'ensemble de ces pays. Mais encore une fois, il reste que des réformes structurelles doivent être entreprises au niveau de ces différents pays d'Afrique. Donc là aussi, c'est valable pour pas mal de pays africains, mais c'est intéressant de se positionner par rapport à son propre pays. Et là-dessus, lorsqu'on compare, ce qui est intéressant dans ce slide, les 12 piliers de compétitivité qui est fait par le Forum de Davos, le Forum économique mondial, on le compare en fait, celui des pays d'Afrique, celui de l'Afrique, on va dire, on va simplifier, par rapport aux autres zones émergentes. Mais les 12 piliers, ça part de l'innovation, les institutions, l'infrastructure, le développement de marchés financiers, etc. etc.
Et sur les 12 piliers, vous trouvez que quasiment l'Afrique est en décalage par rapport aux autres zones émergentes. Les deux zones émergentes qui ont été prises pour benchmark, c'est la zone de l'Asie, du Sud-Est, et la zone de l'Amérique latine. Et donc sur l'ensemble des facteurs de compétitivité, il y a un travail à faire, il y a un gap à combler, mais particulièrement dans 3 domaines: l'infrastructure, la santé et l'éducation. Vous voyez un peu l'écart est relativement fort. C'est à la fois, en fait, c'est quand même, c'est à la fois les domaines sur lesquels il y a un travail à faire pour combler le gap, mais c'est exactement ces domaines-là où il y a le plus de potentiel d'opportunités d'investissement, dans les domaines de l'infrastructure, dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la santé. Donc c'est, évidemment, vous allez me dire, l'un explique l'autre. Oui, l'un explique l'autre, et cela signifie, d'un point de vue de l'investisseur, c'est un peu ces secteurs-là qui sont particulièrement intéressants. Voilà, je termine sur ce slide pour un peu vous présenter un peu le point de vue d'EY par rapport à tout ça. Qu'est-ce que cela signifie en fait en termes d'action? On parle un peu de cinq axes. La première, c'est shared value, c'est le partage des valeurs au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, cela signifie tout simplement que l'investissement en Afrique, ou dans les pays d'Afrique, particulièrement lorsqu'on pense aux pays de l'Afrique subsaharienne, n'a de sens que lorsqu'on est dans une logique, dans un schéma de perspective long terme. Alors, tous ceux qui pensent à l'Afrique comme étant une zone d'opportunité pour faire du business, pour faire des affaires au sens, j'allais dire, mercantile du terme, risquent d'être déçus. D'ailleurs, ça a été même confirmé par les études le retour sur investissement, la rentabilité sur l'Afrique. Sur le court terme, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant, en termes de rentabilité. Et ça n'a de sens que lorsqu'on s'inscrit dans une logique long terme. Et pour que ça soit ainsi, il faudrait que l'investisseur ou l'investissement en tant que tel soit perçu dans une logique inclusive par rapport à l'environnement dans lequel il est. C'est avec ça qu'on peut lui assurer les conditions de succès, encore une fois, dans le cadre d'une vision à long terme. Donc il faudrait dans une logique de partager en fait, les valeurs au niveau de l'environnement dans lequel on serait. Et je peux vous dire là-dessus, il y a des exemples qui sont assez intéressants de grandes entreprises et de moins grandes entreprises qui, le facteur de succès de leur investissement en Afrique, c'est lorsqu'elles empruntent un peu cette logique. Deuxième élément, l'entrepreneurship, c'est tout simplement l'effort qui doit être fait pour l'accroissement de la masse des entrepreneurs dans ces pays-là et de l'entrepreneurship mindset également, de tout ce qui est culture entrepreneuriale. C'est à travers, j'allais dire, le développement et la création des petites et moyennes entreprises que les choses vont pouvoir se faire. Peut-être que c'est pas moi, je pense. Hein. Allez, il faut patienter 3 minutes. Okay. Oui, troisième élément, c'est l'intégration régionale. Là, évidemment, en Afrique, écoutez, je vais vous dire une chose. En Afrique, il y a, comme vous le savez, il y a plusieurs ensembles économiques. Il y en a un d'ailleurs qui s'appelle le Maghreb. Mais très clairement, par rapport à ça, je peux vous dire qu'on est à des années-lumière par rapport au niveau d'intégration qui se passe dans les pays d'Afrique. Mais malgré ça, et même avec ça, avec les niveaux d'intégration régionale qui existent au niveau des différentes zones, il y a encore beaucoup de marge à faire. Énormément de marge à faire. Donc, que dire des pays du Maghreb? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lorsqu'on observe en fait comment se font les investissements, et même le choix d'ailleurs des pays,
par quoi commencer lorsqu'on veut faire du business en Afrique. Bien sûr, il y a un moment, un autre, où peut-être depuis le départ se pose la question quelle est la taille de l'investissement et du projet qu'on ferait. Et en toute logique, on est tenté de dire, allez, il va falloir le positionner dans une logique régionale. Oui, il faut le faire. Mais il ne faudrait pas penser que ce raisonnement-là est valable à 100%. Je vous disais depuis le départ, la complexité des pays qui existent en Afrique fait que, même si on est dans un espace régional et on se dit, voilà, je vais commencer par un pays, mais dans mon esprit, je vais couvrir les régions, ce n'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, le niveau d'intégration est extrêmement faible et j'allais dire, le passage d'un pays à l'autre, même dans le cadre de pays où ils sont intégrés régionalement, n'est pas si évident que ça. Et un travail énorme qui est un facteur qui va déterminer, j'allais dire, le flux des investissements et j'allais dire, la capacité de pouvoir faire un business rentable, c'est l'accroissement, j'allais dire, de ce niveau d'intégration régionale en Afrique. C'est quand même un élément, un message extrêmement fort là-dessus. Et puis vous avez le quatrième élément, le développement de l'infrastructure, parce que sur dans pas mal de pays, à la fois, on le fait tout à l'heure, il y a un gap au niveau de l'infrastructure, mais c'est également un élément nécessaire, un besoin, j'allais dire, préalable pour pouvoir continuer ou attirer plus d'investissements étrangers. Et l'infrastructure, ça couvre, j'allais dire, de tout, c'est-à-dire qu'à la fois l'infrastructure de transport qui est comme un grand problème, l'énergie, la distribution de l'eau, etc. Donc il y a quand même un sujet majeur par rapport à l'infrastructure. C'est une opportunité d'investissement, c'est aussi un préalable pour le développement d'investissements en Afrique. Et enfin, le partnership, ça c'est aussi un élément extrêmement fort, et je voudrais quand même le commenter un tout petit peu. D'une façon générale, celui qui réussit, qui veut réussir en Afrique, vous savez, il y a un dicton qui dit si vous voulez voyager rapidement, partez seul. Si vous voulez aller plus loin, partez avec quelqu'un d'autre. Et donc si depuis le départ on disait on est dans une logique, on doit être dans une logique de long terme, le partnership dans les investissements en Afrique, c'est quelque chose de fondamental. Pas mal de modèles ont été essayés, parce qu'on observe un peu les entreprises, même multinationales, leur façon de s'implanter, de modèle de business qu'ils implantent en Afrique. C'est quelque chose d'extrêmement caractéristique. Le fait de le partnership, c'est quasiment, c'est presque une condition sine qua non pour pouvoir réussir ces investissements en Afrique. En fait, dans une logique de développer de partenariat avec des locaux, c'est avec ça que ça peut, j'allais dire, drastiquement accroître les chances de réussite d'un projet. Parce qu'encore une fois, on revient un peu sur la question de cadre réglementaire et de la consistance de l'application des règles. Vous pouvez avoir les trucs écrits sur papier, en gros comme ça, mais au moment où vous allez obtenir une autorisation, obtenir quelque chose, c'est une autre histoire. Et le partnership, c'est un élément, j'allais dire, fondamental pour ceux qui partent en Afrique. On pense de notre côté que penser partnership, à développer un partenariat avec des locaux. Voilà, avec ça, j'aurais terminé. Je vous remercie de votre attention et surtout restez connectés pour ceux qui s'intéressent pendant les 2 mois qui viennent pour télécharger l'étude de 2016 d'attractivité. Merci beaucoup. Merci. Merci Nordine. Juste avant de vous passer la parole pour les questions, juste je vais vous donner les chiffres de l'Algérie puisque Nordine n'a pas est resté sur les grandes lignes. Donc l'Algérie en 2014 a attiré 1,8% des IDE et n'a quasiment fait aucun investissement en Afrique. Donc ça, c'est 2014. Et 2015, Nordine me donnait la tendance. Comme les IDE sont fortement liés au secteur de l'énergie, donc 2015 sera très difficile. C'est-à-dire qu'on s'attend à encore une baisse des IDE en Algérie. Donc on a quand même une perspective très pessimiste.
Et le dernier point, c'est que les investissements en direction de l'Afrique, alors on avait dit que l'Afrique investissait à hauteur de 19% en Afrique, donc l'Algérie est quasiment absente de ces investissements en Afrique. Voilà. Donc je vous propose d'ouvrir les questions et nous serons là. Donc je ne sais pas comment s'organise la logistique. La logistique est simple. Bonjour, donc Nordin Green du journal Lointain. Merci pour l'exposé, il est vraiment complet. On apprend énormément sur cette dynamique d'attractivité en Afrique. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'à aucun moment vous n'avez parlé d'informel et d'économie. Alors que oui, le cas. Les deux, allez, on y va. Alors que l'Afrique, c'est avant tout l'informel, hein, n'est-ce pas? Alors la deuxième question, c'est par quel qu'est-ce qui fait que... il faut les deux, c'est original. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial, ces pays africains, pour augmenter leur attractivité? Est-ce qu'ils ont joué sur le climat des affaires ou est-ce seulement à la porte ouverte au pillage, comme on peut le constater? Vous allez au Niger. Donc c'est tout ça que je voudrais savoir. Alors, pillage, bien sûr, je fais allusion à la corruption dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un véritable phénomène en Afrique. Voilà. Dis-moi. Ouais. C'est pour que ceux qui ont des grandes mains. Bonjour messieurs. Mzianat Mani, le chiffre d'affaires. Comment se fait-il, monsieur, que dans votre exposé, vous n'avez fait aucune allusion au NEPAD? Est-ce que l'attractivité de l'Afrique s'est faite, notamment les investissements interafricains, se sont faits en dehors de NEPAD? Merci beaucoup. En dehors de NEPAD. Le NEPAD. Merci beaucoup. On répond à ces questions et puis on... Tu reprends le second. Ouais. Je peux les lire. Alors. Je pense qu'ils ont prenez 3 questions. Ok, ça marche. 3 questions. D'accord. Slim, c'est l'expert en logistique. Un batch. On prend le troisième. Oui, bonjour. Donc j'ai une question, c'est je vois qu'en Afrique en général, nous avons, c'est pour l'Algérie surtout du point de vue de l'Algérie, nous avons la présence de beaucoup de banques marocaines. Il y a une banque sénégalo-tunisienne, par exemple au Sénégal, d'où je suis originaire. Et par contre, les banques algériennes ne s'exportent pas. Peut-être ça, c'est peut-être l'un des points qui ralentit l'investissement à l'étranger, du moins africain. Donc, est-ce qu'il y a déjà une volonté des banques algériennes de s'exporter ou bien de mettre en place une banque d'import-export ou d'export, comme ça se fait dans la plupart des pays? Merci. La deuxième et la troisième. Non, le deuxième, je te laisse, n'est pas... Même pas. Je n'ai pas compris. Vous pouvez répondre aux questions. Oui, alors, moi je vais répondre à la première question. Je laisse Ahmed répondre aux deux suivantes. Alors, sur l'informel, ça fait partie, vous avez raison en tout cas de mentionner ce point. C'est un des facteurs clés qui inquiète les investisseurs. Et ça se retrouve en fait au niveau, c'est vrai que c'est un terme qui est peut-être réducteur, mais qui évoque également tout ce qui est informel lorsqu'on dit corruption. Donc tout ce qui est corruption et économie informelle, c'est tout le paquet. Et c'est quand même un élément qui est cité parmi les premiers facteurs qui constituent des soucis pour les investisseurs. Maintenant, vous allez me dire pourquoi est-ce que l'Afrique aujourd'hui est en train d'attirer, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de particulier? En fait, il y a plusieurs choses qui se font à la fois. La première, c'est que des données, j'allais dire objectives, qui font que c'est un continent qui se situe à un niveau de développement extrêmement bas, et que c'est une population qui, en termes de population, elle est importante, et que le fait est que c'est des pays, c'est des populations qui entrent progressivement dans l'ère du développement et dans l'ère de la consommation. Et donc ça devient forcément un marché. C'est à peu près le parallèle, si vous voulez, sur les peut-être 15 ou 20 dernières années, lorsqu'on parle de la Chine. Donc c'est quand même une population qui est importante et que vous avez tous les ans une arrivée sur le marché
de 40 millions de nouveaux consommateurs. Et donc c'est quand même un élément qui est important. Le second, c'est que malgré tout, les pays d'Afrique ont fait pas mal d'efforts effectivement au niveau de la diversité. D'abord sur le plan politique, et même si le problème d'instabilité politique quand même qui est évoqué, mais peut-être on a la mémoire courte, mais l'Afrique des années de 2015, 2016, 2014, même 2011 et après, il n'a rien à voir avec l'Afrique il y a 15 ans. C'était encore plus compliqué. Et donc les choses se stabilisent mieux. Il y a de plus en plus des pays qui progressivement installent des régimes qui sont démocratiquement compatibles avec compatibles, on va dire, avec les règles de la démocratie. Et puis, d'un point de vue, j'allais dire, économique, font des efforts justement pour attirer les investisseurs. Tous ces éléments sont combinés. Ce n'est pas, c'est vrai, uniquement les efforts, mais c'est le fait que le marché est relativement vaste. Vous savez que parmi les facteurs de ce qu'on pose la question d'une façon générique aux investisseurs dans le monde, on dit quels sont les facteurs qui vous incitent à choisir un pays? Le premier qui vient à l'esprit, le premier d'ailleurs, tout le temps, c'est la taille du marché. Avant de parler du cadre réglementaire, du politique, c'est la taille du marché. Donc on pense déjà aux clients. Et je pense que c'est quand même un élément important dans l'équation. Voilà. Oui, sur les banques, je vais juste prendre l'exemple, vous parliez des banques marocaines. En fait, on a un souci de réglementation d'un point de vue technique. Ensuite, il y a un problème de volonté, on va dire, ou d'état d'esprit. Aujourd'hui, les entreprises algériennes, en fait, ont du mal à traverser, j'allais dire, les frontières. C'est-à-dire même les frontières proches. En fait, on a peur, et on le voit d'ailleurs quand on discute avec les entrepreneurs algériens, quand ils vont aller... J'ai un cas d'un client qui va aller au Tchad. Sa première visite a été traumatisante pour lui, puisqu'il dit il n'y a personne pour m'accueillir, la chancellerie... n'est pas là, il n'y a pas, je ne sais pas où je vais atterrir, avec qui je vais faire, etc. Donc il y a aussi tout ce dispositif. Le troisième point, il faut savoir que quand on parle du Maroc, qui a développé des banques, ce n'est qu'après avoir mis en place une politique que les banques viennent après. C'est-à-dire que ce n'est pas les banques qui partent en premier pour ouvrir dans les pays, il y a toute une infrastructure. On peut prendre par exemple la Royal Air Maroc, qui a quand même une trentaine de destinations quotidiennes vers l'Afrique. Donc ils ont fait ce fameux pont dont parlait Nordine, c'est-à-dire qu'entre l'Europe et l'Afrique, le Maroc s'est positionné comme pont, comme relais, c'est-à-dire qu'il attire des investissements pour ensuite investir en Afrique. Donc en fait, les banques n'arrivent que, j'allais dire, à la fin de la chaîne. C'est-à-dire que c'est à la suite de toute une politique, de toute une démarche que la banque arrive. Donc on ne va pas mettre les banques, on ne va pas commencer par le haut de la pyramide. Donc les banques ne seront là que s'il y a du business. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je réponds juste à un Twitter qui parle de la résurrection de l'Afrique du Nord. Pour expliquer, en fait, en Afrique du Nord, ce que disait Landine tout à l'heure, on a vu il y a deux pays qui caracolent en tête, c'est l'Égypte et le Maroc. Et puis les trois autres pays, puisqu'il y a la Libye, la Tunisie et l'Algérie, on souffre beaucoup, donc sont quand même en queue de peloton. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte a regagné en fait en attractivité, puisqu'elle a passé une période où elle a beaucoup souffert et là elle revient. Et le Maroc, je viens d'expliquer, la stratégie du Maroc est d'être en fait en Afrique et d'investir lourdement en Afrique. C'est pour ça qu'on parle de la résurrection de l'Afrique du Nord. Malheureusement, c'est vrai pour certains pays, ça l'est moins pour d'autres. Voilà, je ne sais pas si il y avait peut-être une autre question. Non, c'est bon. Bonjour, c'est Amarine Grachin, journal L'Expression. Pour ce qui est de l'attractivité, moi je pense que pour qu'il y ait attractivité, pour qu'il y ait des investissements étrangers, il faut d'abord qu'il y ait volonté qu'ils existent. Or, la question se pose, est-ce que par exemple un pays comme l'Algérie veut attirer les IDE? J'ai écouté à plusieurs reprises des patrons, des responsables d'organisations patronales dire que non, ce sont les investisseurs algériens qui vont construire l'Algérie, pas les étrangers.
en plus de cela, il y a une forme de dépendance culturelle à la rente. Donc l'investisseur algérien ou l'homme d'affaires algérien n'est pas disposé à investir. Donc l'État l'accompagne dans cette logique, ce qui fait que l'État algérien bloque non pas seulement les investissements étrangers, mais aussi les investissements locaux. Donc c'est un peu la logique de la rente qui est contre toute souveraineté du marché. Donc la question se pose dans ce sens. Est-ce que l'Algérie, un pays comme l'Algérie, veut attirer les IDE? Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que les IDE sont toujours positifs? Est-ce qu'il suffit d'attirer des IDE pour que ça aille bien? Sachant que dans la majorité des cas, on est dans les services, et la tertiarisation de l'économie fait que les services secondent, c'est un peu le deuxième maillon de la chaîne. Donc ceux qui viennent investir en Afrique préparent une infrastructure de services, etc., pour leur servir leur industrie. Dans un cas, ça peut être un investissement comme c'est le cas de Renault en Algérie, qui n'est pas très intéressant en termes de valeur ajoutée, etc. Donc voilà les deux questions que je vais juste répondre rapidement parce que c'est une très bonne question. Volonté d'attirer les IDE. En fait, le Premier ministre a parlé d'un nouveau, on va dire, business model ou d'un nouveau modèle économique. Ça fait partie de ce nouveau modèle, c'est-à-dire qu'on passe de la rente et il faut ouvrir le pays parce qu'en fait, les IDE sont une partie de la solution. Ce n'est pas toute la solution, c'est une partie de la solution. Et évidemment, l'investisseur local est aussi une partie de la solution. Ce n'est pas antinomique d'opposer l'investisseur local à l'IDE. J'allais dire, ils se complètent puisqu'ils sont des investisseurs, ils ont des motivations peut-être différentes, mais ils sont nécessaires. C'est-à-dire que les IDE, on n'a pas le choix. Et maintenant, il faut attirer ces IDE comme le font tous les autres pays, parce qu'ils sont créateurs d'emplois, puisque c'est quand même la première raison. Ils sont créateurs de valeur en termes de capital, d'apport de capital, puisque ces gens-là apportent quand même de l'argent, ce qui n'était pas le cas chez nous, puisque jusqu'à une date récente, tous les investissements en Algérie se faisaient par le système bancaire algérien. On a quasiment imposé aux investisseurs étrangers de ne pas faire entrer de capitaux en Algérie parce qu'on souhaitait le contrôler, mais non, c'est plus le cas. Il faut quand même attirer ces capitaux. Et le troisième point, c'est quand même un savoir-faire. Aujourd'hui, l'investisseur algérien, il ne va pas mettre en place des technologies ou tout de suite se transformer on va dire, en Superman pour... donc les IDE sont très importants, ça en relevé. Donc la volonté existe puisque le Premier ministre l'a déclaré, donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Le deuxième point, est-ce que les IDE sont positifs? C'est exactement ce que je viens de dire. Encore une fois, les IDE, quand vous dites le service, l'industrie, en fait, quand un investisseur vient dans un pays, il regarde des indices de maturité. Vous ne lancez pas du service dans un pays où il n'y a pas d'industrie, parce qu'il faut d'abord de l'industrie, puis ensuite faire du service. Donc, ils font des analyses de taille de marché, ils font des analyses de maturité. Donc, en fait, les IDE, par nature, ils sont économiquement viables. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas s'il n'y a pas un marché, comme disait tout à l'heure Nordine. Donc, service ou pas service, il faut laisser le marché, il faut laisser les investisseurs juger d'eux-mêmes. On ne va pas réguler, on va dire, Renault, il a créé une usine. Alors, c'est peut-être pas, on ne crée pas de valeur ajoutée dans un premier temps, mais forcément, il va créer un tissu tout autour qui fera que, à terme, il créera de la valeur. Mais vous êtes bien obligé de commencer par quelque chose. Donc Renault, en venant en Algérie, il a quand même une vision à long terme, je pense, et puis il a une vision d'intégration dans le tissu local, mais vous ne pouvez pas l'obliger à faire tout de suite de l'industrie à 100% intégrée, puisque vous n'avez pas de tissu autour. Donc il est obligé de commencer, on va dire, avec peu d'intégration, mais ensuite, l'idée, c'est quand même les autorités doivent faciliter cette intégration, en tous les cas favoriser. Et c'est ce qui est intéressant dans le cas de Renault, puisque vous le citez, on a besoin d'IDE dans le cas de Renault. Des grands équipementiers mondiaux, il faut les faire venir pour pouvoir faire de l'intégration. Malheureusement, on peut avoir des investisseurs algériens qui vont faire de la pièce locale, mais pour aller vite dans l'intégration, c'est-à-dire augmenter la part de l'intégration dans les véhicules, il faut des IDE. Vous voyez, donc,
c'est lié. Donc je pense qu'il faut laisser le marché, il ne faut surtout pas réglementer en disant on accepte le service, on accepte telle IDE, on refuse telle autre IDE. Il y a une réglementation qu'il faut faciliter, ce qui n'est pas le cas, mais c'est surtout il faut laisser le marché et les investisseurs jouer leur rôle d'investir ou pas dans des projets. Donc, ma question, j'ai deux petites questions. La première, M. Nordin Hadji a parlé en fait allier l'attractivité des investissements étrangers directs à la situation politique, à la stabilité politique d'un pays. Nous savons tous que l'Égypte a passé par une période d'instabilité politique, alors qu'il se trouve parmi les 3 premiers pays qui attirent les idiots, alors que l'Algérie quitte la liste, le top 10, et pourtant nous avons quand même eu cette stabilité politique depuis 1999. Donc qu'est-ce qui laisse l'Algérie de quitter cette place et de quitter le top 10 alors que nous avons cette stabilité sur le plan politique et également juridique? Ma deuxième question, donc vous avez parlé de l'attractivité, en fait de la volonté de l'Algérie de faire un effort à travers un modèle économique diversifié pour attirer justement les idiots. Alors que la règle 49-51 pose problème, un frein pour justement les entreprises étrangères, dont pas mal d'entreprises, même de pays, souhaitent justement voir l'Algérie revoir cette règle. Qu'en est-il justement, cette règle, par rapport aux idiots? Et merci. L'Égypte, je te laisse. Je peux vous dire que sur le principe, la stabilité de l'environnement politique est très clairement un facteur important pour l'attraction des IDE, mais il n'est pas le seul. Et même dans le concept de stabilité politique, bon, il faut quand même voir qu'est-ce qu'on entend par stabilité politique. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas en Égypte, en tout cas la perception du côté de l'investisseur, semble-t-il de ce côté, est plutôt favorable. Donc la perception est de dire c'est ça la stabilité politique. Je ne peux pas m'aventurer pour l'Algérie, je ne connais pas trop. Mais en dehors de cela, mais derrière cette stabilité politique, en tout cas, il y a, je crois que c'est un point qui était revenu depuis tout à l'heure, la notion de volonté politique. Et je pense que la volonté politique parlant de l'Égypte a été extrêmement, très clairement exprimée avec l'arrivée au pouvoir disons, de l'actuel président, et que derrière ça, il y avait une ouverture quasi totale pour réaliser des investissements, j'allais dire, de grande envergure. Et je pense que derrière, les conditions qui ont été certainement négociées ou avancées sont très clairement assez attractives pour les investisseurs pour pouvoir enclencher ces investissements. En tout cas, déjà, il y avait l'annonce de grands investissements. C'est quand même un élément important. Donc derrière, il y a une dynamique qui se met en place. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement le seul facteur, et vous avez même mentionné dans ce que vous disiez, les éléments qui peuvent impacter, j'allais dire, la perception de l'investisseur, notamment sur les conditions d'exercice du business dans un pays à travers les réglementations qui existent. Probablement, c'est un sujet sur lequel il faudrait très fortement travailler pour que ça soit effectivement, pour qu'il y ait de l'attractivité. Je ne sais pas si c'est celui-là, le C51-49 ou autre chose. Je peux peut-être dire un mot sur le... Allô, ça marche? Oui. C'est bon. Sur le 49-51, en fait, la réponse est oui et non. Évidemment, c'est difficile d'attirer des gens avec un 49-51 en première, j'allais dire en première analyse. Généralement, les gens, ils aiment quand même, certains groupes, ils aiment avoir le contrôle. Mais il y a d'autres pays qui ont ce 49-51 pour lequel ça se passe très bien en termes d'IDE. Donc vous voyez, le 49-51 n'est pas le seul problème, c'est un des problèmes. Mais à partir du moment où un investisseur connaît la règle, le 49-51 ne pose pas de problème.
il pose un problème quand en fait il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire d'autres incertitudes juridiques sur le rapatriement des dividendes, sur la garantie du capital. Il pose problème quand il y a une bureaucratie qui vous bloque les investissements. En fait, c'est tout un contexte. Parce que si tout est accueillant en Algérie, le 49-51 ne poserait pas de problème. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est qu'il y a une relation, mais il ne faut pas dire qu'on n'a que 2% d'IDE à cause du 49-51. C'est faux. On a 2% d'IDE parce que, évidemment, on n'a pas, depuis pas mal d'années, on n'a pas mis l'accent sur les IDE. Maintenant, on le fait parce qu'on n'a pas encore une fois le choix et on est obligé, parce que c'est un facteur de croissance sociale et de progrès. Donc le 49-51 à lui seul n'explique pas le 2%, on n'explique pas en tout cas les mauvais résultats que nous avons sur les IDE. Mais effectivement, il y a certains investisseurs qui font une condition sine qua non de contrôler le capital. Donc bon, ces gens-là ne viendront pas, mais dire que tout est lié au 49-51, c'est une faute, puisque la Chine, par exemple, a des conditions d'investissement pour les étrangers qui sont beaucoup plus compliquées que les nôtres. Et pourtant, ils ont quand même attiré des IDE. L'Inde, je pense aussi à l'Inde où c'est très difficile d'investir. Mais vous voyez, les investisseurs, en fait, font un arbitrage global. À partir du moment où vous avez que des barrières et vous rajoutez un 49-51, évidemment, les gens, quand même, réfléchissent à 2 fois avant de prendre une décision. Donc voilà, le 49-51, il faut vraiment le prendre dans sa globalité et pas pointer, parce qu'à chaque fois, dans le débat public, on parle du 49-51. Mais non, il est là, et les investisseurs l'ont intégré. Évidemment, il faut faire avec, et puis c'est pas que le seul élément. Donc, et d'ailleurs, le Doing Business le dit. Le Doing Business, quand il parle de l'Algérie, il ne parle pas que du 49-51, il parle d'un cadre global d'investissement qu'il faut améliorer. Et c'est là le message. C'est que s'il y avait une seule raison à nos problèmes, c'est facile d'enlever le 49-51. Malheureusement, il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels il faut qu'on travaille pour augmenter l'attractivité du pays. Peut-être si je peux me permettre par rapport à ça, je peux vous dire une chose, en tant qu'observateur externe par rapport à l'Algérie, c'est un pays qui a, j'allais dire, le facteur le plus encourageant pour les IDE, j'en parlais tout à l'heure, c'est la taille de marché. La taille de marché et le niveau de revenu. C'est quand même 2 éléments qui sont extrêmement importants. Maintenant, la question a été dite par un des intervenants, la question du choix et de la volonté. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si je comprends bien, l'Algérie est en train de se poser des questions par rapport à son modèle économique. Et probablement, si la confirmation d'un choix, j'allais dire, d'une ouverture, une dynamique autour de l'investissement et particulièrement des IDE, cela signifie fondamentalement j'allais dire, une remise à plat du cadre de l'investissement. Et je pense que si les éléments, et c'est global, comme le disait Ahmed, ce n'est pas uniquement les 49-51, c'est beaucoup plus vaste que ça. À partir du moment où des avancées se feront dans ce domaine-là, plus les fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, ça doit quand même, ça doit bien aider les choses pour que la reprise soit là. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur Khaireddine, consultant. En matière de share value, si le retour sur investissement devra se faire dans le long terme, rares seraient les entreprises qui iraient vers cette zone. Et ce ne serait vraiment pas tentant pour nos entreprises. La deuxième question, c'est que ce qui est lié, que fait notre chancellerie? Vous avez parlé de partnership. Vous avez avancé qu'il faudra être accompagné d'un local pour aller vers ces zones. Que fait la chancellerie? Que font nos diplomates? Voilà mes 2 questions. Oui, merci. Michel Delattre. Plus qu'une question, ça serait peut-être un apport à la réflexion. On a beaucoup parlé, je dirais, des contraintes, des outils, des informations, mais on a peu parlé de la segmentation de l'investisseur. Alors pour revenir à des questions comme 51-49, ou est-ce que j'investis beaucoup ou pas beaucoup,
Je pense qu'on est confronté en Afrique, et particulièrement en Afrique du Nord, sur la typologie de l'investisseur. Ou bien je suis un investisseur, je dirais, structurant, et l'interlocuteur que je veux mettre en face des pouvoirs publics, ça sera un juriste, un fiscaliste, un expert comptable, un consultant international. Ou bien je suis une PME, et c'est moi, patron d'entreprise, qui vais venir faire l'analyse du marché et qui vais me mettre en situation de savoir si je vais ou pas investir et si je vais trouver ou pas un partenaire. Alors là, je vais prendre le petit exemple que j'utilise souvent sur la règle des 51-49. Si je fabrique quelque chose en Europe et que j'ai investi pendant 20 ans ou 30 ans dans la technologie de mon produit, dans son design, etc., je n'ai pas tellement envie d'en donner 51% entre guillemets à quelqu'un tout de suite. Par contre, si j'ai besoin d'acheter du pétrole, d'acheter de l'or ou d'acheter du tungstène, et que j'en ai pas du tout à Levallois-Perret ou à Bordeaux ou à Londres, effectivement, ça ne me gêne pas. Je préfère avoir 1% de quelque chose que je ne possède pas, mais par contre, je ne souhaite pas donner quelque chose qui est mon bébé depuis 30 ou 40 ans. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est peut-être un aspect différent pour retramer un petit peu l'investissement, que ce soit en Afrique ou en Algérie. Je travaille sur le Maghreb depuis une quarantaine d'années, donc j'ai un petit visuel dans ce domaine. Je pense qu'il faut tenir compte de l'homme investisseur et de la structure juridico-fiscale de l'investisseur. Donc essayer de trouver un texte législatif qui couvre 100% de cela, c'est parfois très difficile. Ouais. Je participais mercredi dernier à un petit déjeuner avec le ministre de l'Investissement en Tunisie et de coopération l'investissement extérieur, voilà. Et la problématique se pose de la même façon. Quand on essaie de trouver des cohérences globales à 100%, on insatisfait tout le monde et on ne trouve pas de solution. Merci. Entre collègues, Fatah Ouzani et EY. Donc Nordi, tu as parlé tout à l'heure d'intégration. Il y a un certain nombre d'études aujourd'hui qui montrent qu'il y a un immense espace économique qui s'appelle Euromed Afrique, qui est en train de se construire en intégrant justement toutes ces zones régionales. Bon, à hauteur 2030, voilà, de 2 milliards de consommateurs, etc. Une question vraiment très précise et concrète. Aujourd'hui, effectivement, tu l'as bien signalé tout à l'heure, la Tunisie, l'Algérie sont en retrait pour un certain nombre de facteurs que tu as présentés. Mais ce couple tuniso-algérien, qu'est-ce qu'il peut faire en Afrique? Et dans quel secteur? Parce que le Maroc, ça a été cité. Effectivement, moi, je les ai vus en Afrique dans un certain nombre de pays, dans les transports, dans les infrastructures, dans le secteur financier, dans le BTP, maintenant dans l'agroalimentaire, etc. Aujourd'hui, le couple tuniso-algérien, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que la Tunisie a une expérience aussi en Afrique. L'Algérie, comme tu l'as rappelé, a du potentiel. Que peut faire ce couple et dans quel secteur pour y aller le plus rapidement possible? Merci, c'est Mouloud Hadir. J'ai deux petites questions. L'une, c'est par rapport à la corrélation entre l'étude que vous faites, votre étude, et le doing business de la Banque mondiale. Pourquoi? Parce que, après tout, souvent l'environnement économique est attractif ou ne l'est pas, aussi bien pour les investisseurs locaux, les producteurs locaux, que des investisseurs externes. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation qui est précise, qui est faite à ce sujet? L'autre élément, c'est quelque chose qui me pose question et qui, vous ne l'avez pas abordé dans votre exposé. Je demande donc votre point de vue là-dessus. C'est au sujet de le lien entre ouverture commerciale et ouverture aux investissements. Je dis ça parce que, d'abord, pour cette question des IDE, etc., le grand problème dans un pays comme l'Algérie, c'est que souvent, les marchés sont extrêmement ouverts. En tout cas, ils sont presque totalement ouverts pour des exportateurs étrangers. Alors, pour un exportateur qui a la possibilité d'exporter sans difficulté son produit, s'il veut s'implanter, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a une contradiction qui est, de ce point de vue-là, quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Et l'autre aspect de ce lien entre commerce et investissement,
C'est un peu, ça vient d'être dit, un peu toutes ces zones d'intégration régionale qui sont en train de se mettre en place, d'abord à l'échelle euro-méditerranéenne, mais plus particulièrement sur cette grande zone de libre-échange qui est en projet pour 2017 à l'échelle africaine. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est, disons, un levier futur pour l'investissement? Parce qu'après tout, il faut d'abord que pour les investisseurs, ils ont d'abord besoin de connaître les marchés, ils ont besoin de rentrer d'abord avec leurs produits, et puis de voir par la suite comment, s'ils peuvent investir, etc., et si le climat à l'investissement y est favorable ou pas. Donc il y a un peu ce lien, et qui est intimement lié avec un autre aspect. Ça, c'est quelque chose. Ce sont les règles de l'OMC. Aujourd'hui, quasiment en Afrique, tout le monde est membre de l'OMC. L'Algérie a un problème par rapport à ça, parce que l'intégration dans les zones, dans ce type de zone, implique des engagements, y compris à l'échelle internationale, dont on ne prend pas souvent la mesure. Voilà, je vous remercie. Je vais essayer de répondre sur la diplomatie et le modèle économique, ensuite Nordine sur les autres points. Sur le modèle économique, on était dans un modèle, on va dire, d'importation. Donc c'est plus facile pour une entreprise étrangère d'ouvrir une filiale en Algérie. Certains appellent ça des comptoirs coloniaux. Et effectivement, puisqu'on était dans une logique d'importation, donc on n'investissait pas. On avait des ouvertures commerciales, des filiales commerciales. Donc c'est plus difficile, effectivement, pour quelqu'un de venir investir. C'est très compliqué, donc ils préfèrent venir ouvrir une filiale et distribuer, puisque nous étions on facilitait l'importation. Donc maintenant, en passant vers une transition, on va dire, d'une économie, on va dire, industrielle, entre guillemets, de transition, ça va être difficile d'importer, puisqu'il n'y a plus de réserve. Donc ça sera difficile. Donc les entreprises, les IDE, enfin les entreprises, on va dire, étrangères, seront forcément obligées de penser à investir, et la réglementation, elle a quand même du positif, notamment avec, quand on voit le secteur de la pharmacie, tout ce qui est... donc on oblige quand même les entreprises étrangères à produire localement, ce qui est quand même... donc les boîtes étrangères vont s'adapter. Avant, elles avaient ce qu'on appelait des comptoirs, mais elles avaient ce qu'on appelle des établissements stables ou des bureaux de liaison. Maintenant, elles sont toutes en train de passer à l'étape d'après en devenant des investisseurs et en développant de l'investissement. Donc ça, c'est très important, cette transition. Et évidemment, il ne faut pas que l'investisseur algérien perde là-dedans. Il faut vraiment qu'il soit dans ce train-là. Il ne faut pas que l'économie souffre de ça. Sur la chancellerie, c'est un point important parce qu'en fait, l'Algérie, depuis 1962, a développé, je pense à l'Afrique du Sud, je ne sais plus qui me disait ça, je crois que c'est Ali Kahnen qui me disait on avait des liens avec l'Afrique du Sud historiques, malheureusement, qu'on n'a pas su développer. C'est vrai que les chancelleries ont un rôle important, notamment le ministère des Affaires étrangères, pour relayer, pour accompagner l'investisseur algérien en Afrique. C'est un point fondamental. C'est-à-dire que l'État doit mettre les moyens, ou en tous les cas accompagner l'investisseur quand il se déplace, en l'aidant d'un point de vue juridique, d'un point de vue logistique, même d'un point de vue politique. Et ça, c'est absolument, pour moi, cardinal. Et il y a je crois que le FCE a aussi bien compris ça, puisque récemment, ils ont fait une tournée en Afrique. C'est un point important de démystifier l'investissement en Afrique, et surtout, les chancelleries doivent aider. Et c'est le rôle, numéro 1, en ces temps où il y a de moins en moins, on va dire, les chancelleries deviennent quasiment maintenant des départements commerciaux, puisque, je vous rappelle, il y a un pays en Europe qui a intégré le commerce extérieur au ministère des Affaires étrangères. C'est vous dire, en fait, l'importance des chancelleries. Donc là, j'espère qu'il y aura un mouvement, en tous les cas, de la part des politiques, parce que c'est absolument capital. Alors, moi, je vais essayer d'approcher ou de répondre, en tout cas, d'apporter une contribution par rapport à la réflexion, parce qu'en tout cas, tu sais que c'est un sujet sur lequel nous réfléchissons ensemble en ce qui concerne déjà nos activités professionnelles, mais également l'ensemble de ce qui est possible de faire pour les entreprises qui sont en fait nos clients. Ce qu'il faudrait, d'abord, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudrait garder en tête. Lorsqu'on parle de l'Afrique particulièrement,
Et il faut garder à l'esprit que c'est une zone qui est très clairement, confirmée, que c'est un grand marché. Donc lorsqu'on prend l'ensemble des pays africains. Et que depuis un certain temps, depuis quelques années, les dernières années particulièrement, il y a une accélération assez significative des investissements en Afrique. Ce qu'on est en train de remarquer, c'est que sur certains marchés qui étaient vierges, elles le sont de moins en moins, et que la place aujourd'hui de s'implanter coûte de plus en plus cher. Et donc lorsque tout à l'heure vous parliez de dire, bon, si on doit s'inscrire dans une logique long terme, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Eh bien c'est comme ça, le business est ainsi fait. Vous avez une zone d'opportunité qui est, dont les horizons sont extrêmement prometteurs, et que de toute manière, tu n'y vas pas aujourd'hui, si tu iras demain ou après-demain, ça sera plus compliqué. Le fait est là. Donc c'est maintenant à vous de faire le choix. Deuxième élément, c'est que lorsqu'on est dans une logique d'investir en Afrique, c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'investir à l'international. Et l'investissement à l'international, par définition, requiert un certain nombre, j'allais dire, de préalables. Il requiert à la fois la taille de l'entreprise, la culture de l'entreprise, et le fait que l'entreprise implémente, j'allais dire, une véritable stratégie de développement qui soit cohérente. Mais cela signifie quoi lorsqu'on parle un peu de nos pays? Lorsque vous voyez aujourd'hui la taille de nos entreprises, et on est quoi dans des entreprises qui sont d'une taille, on va dire, assez modeste, et cela signifie que c'est un élément qui n'est pas forcément, j'allais dire, favorable. Cela signifie que partir dans le cadre de cette stratégie-là implique d'abord qu'il y ait une restructuration au niveau de l'entreprise elle-même, qu'elle fasse, j'allais dire, preuve de ses capacités de s'internationaliser déjà au niveau des pays qui lui sont limitrophes. Et là, ça me fait penser exactement à ce qui devrait se passer, en tout cas, pour des pays comme les nôtres. C'est-à-dire qu'il y a une forte proximité sur pas mal de chapitres. Et d'un point de vue économique, la réalité est que les choses ne marchent pas. Et pour un certain temps, il y avait les problèmes des réglementations, mais ce que je suis en train de voir, mais il y a même une inconsistance au niveau de l'application des règles qui sont, j'allais dire, usuellement convenues. Et c'est quelque chose qui est complètement effarant. Et je dois vous dire que par rapport à ça, vous parlez un peu du Maroc, vous parlez un peu de l'Égypte, etc. Moi, je pense qu'il faudrait aussi relativiser les choses dans le sens de dire que ce n'est pas un tout ou rien. C'est-à-dire que finalement, l'Afrique, on pense les portes de l'Afrique. Et chacun dit, moi, je suis la porte de l'Afrique. Moi, je dis que l'Afrique est tellement grande, c'est une grande maison, et dans les grandes maisons, il n'y a jamais une seule porte d'entrée. Donc, c'est tellement vaste, et donc rien n'empêche, et c'est peut-être cette diversité-là qui crée encore de l'attrait. Donc, je verrais bien que cette zone-là, qui concerne nos deux pays, en soit une. Et l'avantage, en fait, des espaces comme les nôtres, c'est que non seulement c'est des ensembles qui peuvent se créer et qui se développent dans le cadre d'une stratégie d'internationalisation sur l'Afrique, mais ça peut être très valablement un véritable point d'ancrage avec les autres, les entreprises d'Europe et les entreprises d'Amérique, etc. Et ça, c'est un avantage qui est extrêmement important. Alors, sur les secteurs, je pense que lorsque vous voyez sur la liste des secteurs qu'il y a, je n'en exclus pas beaucoup. Je vois que si je me réfère à ce que nous faisons en Tunisie, ce que nous avons en tout cas créé, ça quand même, c'est une réalité. Je pense que c'est un actif qui est là. C'est un pays qui a réussi tout de même à créer un tissu entrepreneurial qui est extrêmement bon. Et pour preuve, si la Tunisie aujourd'hui, d'un point de vue économique, tient encore debout, ce n'est pas par les politiques publiques, pas du tout.
c'est essentiellement par la capacité des entreprises et des PME, entreprises tunisiennes, de tenir le coup pendant 5 années de suite. C'est comme on a fait preuve d'une résilience qui est extraordinaire. Et il y a un fonds de commerce qui est là, parce que moi je pense au fonds de commerce sur l'éducation et les besoins qu'il y a dans ce domaine-là pour l'Afrique, sur la santé, sur les services en général, incluant l'ingénierie, les services professionnels. Et ça fait partie de nos métiers. Alors, sur les services financiers, évidemment, je pense que cela nécessite qu'il y ait de l'expertise qui est déjà élaborée au niveau des pays. Je pense que sur ce secteur-là, il faut encore du temps pour qu'on puisse parler d'un couple tuniso-algérien qui soit effectifiable. Je pense qu'il y a un gap déjà de mise à niveau qui doit être déjà réalisé. Si je pense au tourisme aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Et j'allais dire, c'est en restriction. Donc le potentiel est là, la proximité est là, la volonté peut-être politique, il faudrait quelque part peut-être la bousculer un peu, et c'est peut-être le rôle que je suis en train de voir en Tunisie depuis la révolution. Il y a une société civile qui devient de plus en plus active, elle influence les choses de façon extraordinaire. Et je crois à cette société civile qui peut changer les choses. Et je pense la même chose en Algérie, lorsque je vois CAIR comme étant une institution. C'est avec j'allais dire, ces organisations-là, les professionnels que nous sommes, nous devons pousser pour que, j'allais dire, les barrières qui sont là soient levées, pour qu'on puisse faire notre business, j'allais dire convenablement. C'est pour le bien de nos pays, c'est pour le bien de nos populations, de nos jeunes, pour leur donner plus d'opportunités. Je pense que le potentiel est là, nous avons pas mal d'atouts, et nous avons beaucoup de travail à faire. Merci. Avant de clôturer, j'aimerais vous donner 2 questions qui sont dans les tweets. Il y en a une qui concerne, c'est beaucoup plus un questionnement. Est-ce que l'Afrique est toujours plus attractive pour les IDE, mais avec une population toujours de plus en plus démunie? Comment? L'Afrique semble être plus attractive pour les IDE, mais avec une population de plus en plus démunie. Le niveau de vie est en train de s'élever. La deuxième, est-ce que l'urbanisation de l'Afrique contribue à l'attractivité du secteur construction? Clairement. Oui, clairement. Je pense que l'Afrique va compter. La croissance démographique en Afrique est tellement fulgurante, et les besoins qui vont en urbanisation vont être exponentiels. Ah oui. C'est-à-dire que le secteur de la construction en Afrique a de bons jours devant lui. De beaux jours, pardon. Il faut mentionner la croissance de la classe moyenne en Afrique. Absolument aussi. Le niveau de vie est en train d'augmenter. Je ne sais pas quoi les chiffres lorsque dit diminuent, oui, mais c'est en train de changer de façon très très significative. Là. Terminé, peut-être encore une réflexion. Une petite réflexion. D'accord. Vous êtes dans le même truc. Oui, je voudrais dire pour les chefs d'entreprise qui veulent investir dans la salle, il faut savoir que ce soit en Afrique, en Tunisie ou en Algérie, quand on fait un investissement extérieur, une IDE, eh bien, il faut environ 5 ans pour le digérer. Ce qui veut dire que si jamais vous ratez un opérateur aujourd'hui et qu'il va s'installer en Afrique, au Maroc ou en Tunisie ou ailleurs, sachez que de toute façon, vous ne pourrez pas, quels que soient les efforts que vous ferez, le récupérer avant 5 ans. À moins de tomber sur ces très grands groupes, la centaine de groupes mondiaux qui ont des investissements revolving les 2 ou 3 par an. Autrement, dans l'entreprise, 5 ans pour digérer, c'est un premier point. Et puis, peut-être une anecdote, mais il faut avoir des éléments précis. Tout à l'heure, vous parliez du Maroc. Eh bien, en 1980, on a parlé de la réussite, je dirais, des conseillers commerciaux du Maroc. Eh bien, il y avait 2 façons. Le Maroc s'est posé la question, est-ce qu'on forme nos services consulaires ou nos services diplomatiques au commerce? Non. Ils ont recruté des chefs d'entreprise marocains dans le monde entier. Ils leur ont donné 6 mois de formation consulaire pour devenir conseillers économiques, et ils les ont envoyés dans leurs ambassades. D'accord? En 6 mois, ils ont réussi à créer un corps de métier. Si nous passons par la voie administrative, il nous faudra 10 ans
pour obtenir le même résultat. Alors, vous voyez, 30 ans après, ce que ça donne. Merci. Ça invite à réflexion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ahmed Gasmia, journaliste à l'APS. En fait, j'aurais deux petites questions. D'abord, quel a été le montant des IDE réalisés en Algérie en 2014? Et qu'avions-nous avant 2014 que nous n'avons plus, puisque avant on était au top 10? Merci. Le chiffre, on va le chercher. Qu'avions-nous avant 2014 qu'on n'a pas? En fait, les IDE 2013 et peut-être aussi 2012 étaient essentiellement basés sur l'énergie. Donc la crise de 2014 a certainement est passée par là. Donc on a baissé 2014 comparé à 2013, on a baissé de 20%. Et les chiffres de 2015 sont dans la même tendance. Donc parce que nos IDE sont essentiellement liés à l'énergie et l'énergie subit ce qu'on sait. Donc il y a un effet mécanique. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'attirer des IDE en dehors de l'énergie, bien sûr. Quand je dis énergie au sens large. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Pour le chiffre, on va le trouver, mais il est de 1,8% en 2014. 127 millions de dollars. Non, 127, oui, je veux dire. Très bien. Parfait. Je crois qu'il est de bon temps actuellement de chaque fois se rappeler et répéter que la crise que nous sommes en train de vivre fait beaucoup de bien aux alentours. Et l'attractivité de l'Afrique en fait partie, parce que tout d'un coup, on se rend compte que derrière nous, il y a quelque chose de très important. Il y a une mine d'or, et je pense qu'il y a une bonne chose. Il y a 3-4 jours, une amie me parlait d'un grand entrepreneur algérien qui avait une frilosité toute particulière à aller prospecter l'Afrique. En fait, on ne sait pas le faire. C'est quelqu'un de très important dans l'écosystème économique algérien. Et il avait très peur de descendre en Afrique pour voir un peu de quelle façon il pourrait promouvoir le produit algérien, un produit qui est très très bon, qui marche très bien en Algérie, et il exporte même à l'étranger, en France notamment. Donc c'est la preuve qu'effectivement nous avons beaucoup à apprendre, et je pense que ce qui est en train de se passer actuellement dans notre écosystème informationnel, le CAIR, le FCE, envers l'Afrique, est une très 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 bonne chose. Donc ça va dans le bon sens. Donc avant j'aimerais donc remercier nos deux conférenciers. Juste le chiffre, c'est à peu près 2 milliards de dollars. Pardon? À peu près 2 milliards de dollars. Il a parlé des IDE 2014 en Algérie. Parfait. Merci pour la précision. Donc, j'aimerais remercier nos conférenciers, donc, notamment Nordin Hadji qui nous vient de Iwa, Tunisie. Bien évidemment, Ahmed Lateb, membre de CAIR. Monsieur Sami également, Zawi, qui est d'Iwa, Algérie. Je crois que tout Iwa est là. Il y a Fatah Ouzani qui est là également. Et je voudrais donc les remercier. Merci. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais également annoncer la prochaine LMC, donc qui va se tenir le 5 avril. C'est sur le mobile payment. Donc c'est quelque chose qui a déjà été annoncé dans notre planning il y a de cela 2 mois. Et apparemment ça tombe en plein dans le sens, parce que Madame la ministre de la Poste et TIC a annoncé dans un de ses interviews il y a de cela 1 mois et demi qu'on ne va plus parler du e-payment, mais du m-payment, parce qu'elle pense qu'on a peut-être difficulté à lancer le e-payment, qu'il est plus facile de lancer le m-payment. Je ne veux pas trop dévoiler de ce qui va se dire dans la prochaine LMC, mais sachez qu'il va y avoir des choses très intéressantes, notamment l'expérience africaine, parce qu'il sera question justement de l'utilisation du m-payment en Afrique, où il a eu un grand succès, notamment dans 2 pays. Merci beaucoup et à la prochaine. 51-49. Ben, moi, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Si vous voulez, tout dépend de l'intérêt de l'investisseur. Si je suis un investisseur, je dirais, parmi les 100 premiers grands groupes mondiaux, la règle des 51-49 ne me gêne pas. Je vais venir en Algérie pour chercher quelque chose qui n'existe pas chez moi ou dont j'ai impérativement besoin. Je suis dans l'extraction, je suis dans des services internationaux, Si j'ai pas de pétrole chez moi, ça ne me gêne pas de n'avoir qu'1%. Mais j'aurai 1% du pétrole.
Par contre, si je suis un chef d'entreprise d'une petite entreprise familiale, 3e génération, qui est beaucoup investi dans mon image de marque, dans mon savoir-faire, qui est déposé des brevets, je ne vois absolument pas pourquoi je donnerais 51% de mon savoir-faire à un partenaire, quelle que soit sa qualité. On parle de l'importance de la sécurité militaire en Algérie. Ça joue un rôle pour attirer les investissements aussi. Bon, il y a deux mots dans votre première phrase, il y a sécurité et militaire. Alors bon, la sécurité militaire, c'est un point. Je pense que tous les pays du monde ont leur sécurité militaire. Après, est-ce que ça donne de bons résultats sur la sécurité civile? Et c'est là où ça devient important lorsqu'on parle d'économie. Eh bien, je pense qu'en Algérie, c'est pas pire qu'ailleurs. Et puis, je n'irai pas chercher, je dirais, ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a pire qu'en Algérie. Mais ce qu'il faut, c'est que nous arrivions à trouver un niveau de sécurité qui soit, je dirais, relativement étalé. On ne peut pas dire l'Algérie est un grand pays si la notion de sécurité, c'est 92 km² autour d'Alger. Il faut que la sécurité soit partout. Donc voilà, je pense que c'est une façon un peu, avec une pointe de sourire de vous répondre, mais je dirais, j'ai autant besoin de sécurité à El Oued, au Kef, qu'à Alger. L'environnement des affaires تاعنا, le climat des affaires تاعنا est difficile, بالك شويه compliqué. بصح نقدروا نديروا les affaires malgré tout. علاه؟ Parce que d'abord, on a besoin de faire des affaires, d'attirer des investisseurs. D'abord en local, il faudrait que les Algériens aient envie, ils créent des entreprises et ils font des investissements. Quand les Algériens créent des entreprises et investissent, ils donnent le bon signal. Les étrangers, des investissements. Parce que l'étranger, climat des affaires هذايا كيفاش نستعملوا etc. s'ils voient que les Algériens راهم bien راهم فرحانين بالسيستم تاعهم راهم ils arrivent à créer des entreprises à faire des investissements à créer de la richesse de la valeur de l'emploi هما يجوا il y a pas de problème c'est des bons signaux maintenant que la réglementation تبدل ولا نديروا ال 49 ولا نحوه ولا نقصوا منه ولا الاخر ce sont des choses يسمى conjoncturelles l'économie algérienne تمشي هكذا comme partout dans le monde que ce soit en Chine ou en France ou en Angleterre ou en Afrique du Sud, et les gouvernements ils ajustent, ils font des ajustements économiques et politiques pour permettre un peu au pays de pouvoir fonctionner normalement parce qu'il y a des problèmes sociaux et des problèmes économiques et des problèmes politiques qu'il faut régler. On les règle avec la réglementation. Donc les investisseurs étrangers, ils jouent, les difficultés هادو يصعبوا شويه على هذه باغ اكزومبل العام هذايا نقصوا لي زيدي في الجزائر كما كانوا يقولوا لي زيكسبير tout de pratiquement 2%. علاه évidemment ما نساوش بلي كاين لا كريز اللي جات على l'attaque tout le monde entier elle touche aussi l'Algérie parce que malheureusement on est rentier on n'a qu'une seule source qui nous permet d'avoir donc de l'argent et de booster les investissements. Cette source-là, elle est en train d'avoir des difficultés et forcément on a des difficultés. Donc, du coup, les idées, les Moualfini Jouna, à cause justement par exemple du secteur d'énergie, forcément ils nous sont. Et vu que les autres, les autres dans les autres domaines, ما تبانش لا كروسونس ما تبانش دونك دوكو نقصنا ولي باش نافونسي نقصنا دونك لازم حنا دوكا نشوفوا كيفاش لازم نكونوا كرياتيف باش نشوفوا لي زوت سيكتور على هذيك قلت لك لا كريز مليحه لي زوت سيكتور pour les booster باش يكون عندنا d'autres sources de revenus, d'autres sources d'investissement qui vont nous permettre de faire repartir les choses. Et c'est pour ça que la conférence d'aujourd'hui sur l'attractivité de l'Afrique, comme quoi l'Afrique est attractive, on peut faire des choses dessus, ils ont besoin de nous. Les Africains, il est tout à fait naturel باش حنا نروحوا حنا عندنا يبدلوا لنا نورمالمون les Africains باش نخدموا معاهم خير ما يخدموا مع les Européens باسكو قراب ليهم في العقليه في الفهمه. On a été pauvres comme eux, on est encore pauvres de toute façon comme eux, on ne peut pas se comparer aux Européens. Donc ils sont beaucoup plus à l'aise
لا يخدموا مع l'étranger. J'ai pris l'exemple de l'Afrique du Sud par exemple. L'Afrique du Sud, bon, elle a une économie au niveau de l'Europe, mais il n'empêche qu'ils sont africains dans la façon de parler, dans la façon de commercer, dans la façon de réfléchir. C'est un capital pour l'Algérie, en particulier l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, on a des liens historiques معها. خفالكش باللي وطن مانديلا قبل لا يحكموا وداروا في الحبس كان يحارب على كل حال باش بلاده تستقل. جا عندنا قرا عندنا دونك النهار اللي خرج من بريزون ولا بريزيدون جامي نسى هذا البرومي فواياج اللي داروا الجيري. دونك هذه انا كي نتلاقى في زافريكان دو سود نتلاقى فيهم خارج يقول لك نقدروا نديروا دي شوز باسكو كاين ان كابيتال سامباتي كي لا عربك في لي زافير لو كونتاكت la sympathie est très importante. Elle permet de faire des affaires. Donc, par exemple, c'est quelque chose qu'on devrait... C'est un exemple à apprendre. Apprendre. L'Afrique du Sud, mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud, il y a tous les voisins. Dans l'Angola. Donc, on est prêt. Il suffit uniquement on a des choses à faire là-bas et on y va. L'importance d'investissement étrangère en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée sur l'importance de ces investissements? En fait, le constat, c'est que l'Afrique est devenue une destination importante pour les investissements étrangers. C'est-à-dire que les investissements au niveau mondial regardent l'Afrique de plus en plus et ils s'intéressent à cette région de plus en plus. Donc nous, comme on est parti, on est en Afrique, donc il faut qu'on profite de cet intérêt, puisque l'Afrique est la deuxième destination la plus importante en termes d'investissement, en termes d'IDE. C'est la deuxième après l'Afrique, après l'Asie du Sud-Est. Et donc nous, l'Algérie, faisons partie de l'Afrique. C'est normal, c'est légitime de se poser la question comment on peut attirer plus d'IDE en Algérie.